Exclusivement ici pour parler des retours d'expérience sur le conditionnement des batteries. Et pour ça, nous aurons trois intervenants. Angèle de la CEA, Roch donc de NG Energy Access et puis Arnaud de la Gazelle. Alors sans plus tarder, je vais laisser la parole à Angèle. Et juste avant, je vais donc dire que Angèle était un expert senior au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Il travaille depuis plus de 20 ans sur les thématiques de stockage électrochimique des énergies renouvelables. Il a commencé sa carrière scientifique dans l'Institut d'électrochimie et systèmes énergétiques de l'Académie bulgare des sciences avec un doctorat focalisé sur la gestion des accumulateurs au plomb. Par la suite, il a travaillé sur des sujets liés à l'opération, la caractérisation, la modélisation et le diagnostic des différents systèmes de stockage d'énergie, obtenant un diplôme d'habilitation à diriger des recherches de l'Université de Grenoble. Donc actuellement, Angèle travaille dans le domaine de l'intégration des stockages électrochimiques sur différents types de réseaux électriques menés par l'équipe du laboratoire de stockage stationnaire des énergies renouvelables. Monsieur Angèle, vous avez la parole. Merci Brice, madame, monsieur. Je voudrais vous présenter une introduction à la diagnostic des accumulateurs lithium-ion. Donc, avant de partir en direction technique, je voudrais juste présenter en bref quelques mots. Prochaine transparence, s'il vous plaît. Juste une petite mot sur l'aspect marché des différents systèmes du stockage d'énergie. Donc, malgré la diversité des différentes électrochimies, actuellement, le marché il est réparti entre deux technos principales de l'électrochimie, c'est des batteries au plomb et les batteries lithium-ion qui servent différents types d'applications. Les deux types de techno, ils sont en croissance continue qui suivit la croissance liée à la demande d'énergie. Mais ce qui est intéressant au niveau des batteries lithium-ion, on trouve quelques applications qui se caractérisent avec la production de très grand nombre d'unités avec une relativement petite capacité de stockage. Donc, c'est-à-dire, on a un gros problème du tri et du traitement des produits qui contiennent des batteries du très grand nombre. Donc ça, c'est au contraire des applications du type industriel ou auto ou énergie stationnaire où nous avons relativement petit nombre de systèmes qui utilisent des grands accumulateurs. Donc, on a vraiment un gros problème des batteries du déchet. Et donc, si on considère le segment plomb, là, on voit déjà une filière recyclage qui fonctionne très bien à certains pays. Et à certains pays, il est en train de rattraper. Par contre, au niveau de batteries lithium-ion, on n'a pas une vraie système de collection et du recyclage. Donc, bien sûr, on a beaucoup de technologies qui sont en train de développement, qui décrochent, mais on est loin de la situation qu'on a avec l'industrie des batteries au plomb. Donc, une stratégie qui peut aider à cette situation, c'est du diagnostic et réutilisation d'une partie des batteries lithium-ion qui sortent des applications, notamment des applications qui utilisent des petits éléments de stockage. Donc, la suite, s'il vous plaît. Donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que, du point de vue technologique, les batteries lithium peuvent avoir une durée de vie qui est extrêmement longue. Donc, ici, on a quelques exemples. Donc, on peut avoir plusieurs milliers de nombre de cycles de charge-décharge. Aussi, on peut avoir aussi plusieurs années du service. Donc, ça, c'est vraiment la grande différence entre le plomb et le lithium-ion. Donc, on a un fort potentiel de réutilisation des cellules, mais on a une phase de diagnostic qui est plus en plus importante.
s'il faut ramener des produits de seconde vie, produits de reconditionnés de vraie qualité. Donc, la suite, s'il vous plaît. Donc, comment ça marche, le diagnostic des accumulateurs? Donc, on a une partie diagnostic rapide qui est mise en place pour servir les accumulateurs au plomb. Donc, les accumulateurs au plomb, plus grande majorité, servent à l'industrie auto. Donc, dedans, on a une gamme électrique typique de batterie monobloc 12 volts avec une capacité entre 25 et 250 ampères, qui est bien standardisée, normalisée. Et donc, tout ça permet d'avoir des routines et des outils du diagnostic rapide qui servent notamment l'industrie auto et qui marchent aussi pour certains produits qui fonctionnent dans des applications stationnaires, donc applications solaires ou éoliennes. Donc, dedans, on a la partie classique, c'est mesure de densité d'électrolyte qui est ouvert pour les batteries ouvertes. Après, on peut envisager une mesure du coin de court-circuit qui est pas du tout applicable pour les produits lithium-ion. Et finalement, on a une grande gamme de petits testeurs portables qui mesurent la résistance interne des accumulateurs et la tension. Donc, euh, tout ça, c'est relativement peu ou on n'a presque aucune applicabilité dans les batteries lithium-ion parce que les produits lithium-ion, ils sont bien différents de la partie plomb. Donc, on a une grande diversité des cellules avec différentes capacités. Après, on a aussi une grande diversité des produits du pack des modules qui sont avec une tension et capacité vraiment loin du tel qui est au plomb. Et en plus, on a la présence des cartes électroniques pour gérer la sécurité et l'opération des batteries lithium-ion qui fait la tâche du diagnostic encore plus compliquée. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre comme retour, comme expérience du segment plomb? Donc, le premier paramètre qui peut être utilisé, c'est le tension à vide de l'accumulateur. Donc, c'est un paramètre classique pour estimer l'état de charge de l'accumulateur, mais il sert aussi pour avoir une indication au niveau de dégradation ou du type d'accumulateur. Donc, ici, on voit à partir de 2 volts, on peut parler pour une technologie lithium-ion. Et à partir de 3,4 volts, on peut parler pour une technologie lithium-ion qui utilise du nickel et du cobalt. Par contre, dès que la tension à vide est inférieure à une valeur de 1,7 volts, on peut dire que c'est une cellule qui est potentiellement dégradée ou c'est une cellule qui n'est pas lithium-ion, donc c'est notamment à base du nickel alcalin. Donc, après, la mesure du résistance et du impédance d'un accumulateur, c'est aussi, ça, c'est mesure d'impédance, c'est une partie intégrale de l'électrochimie. Le but du exercice, c'est de modéliser l'accumulateur comme une circuit équivalent électrique avec des différents composants. Donc, certains des composants, ils ont des bons analogues dans l'ingénierie électrique, notamment des résisteurs, parfois des capaciteurs, condensateurs. Mais ce qui est complexe, et on a des phénomènes électrochimiques et chimiques, comme la diffusion ou les réactions électrochimiques, qui sont qui n'ont pas des analogues électriques. Donc, tout ça limite l'utilisation du mesure de l'impédance à l'impédance à très haute fréquence ou mesure du résistance avec des très courtes impulsions du courant de tension. Donc, tout ça correspond à mesure à le domaine de 1 kHz ou de 1 milliseconde. Donc, comment ça peut marcher en pratique, ça? Donc, en cours de notre collaboration avec la Gazelle, on a eu la chance de comparer quelques différents équipements de mesure de résistance sur une grande groupe de cellules de seconde vie, de cellules récupérées des différents produits à la fin de leur vie.
Donc, on a un équipement électrochimique qui est utilisé pour de recherche. On a un autre équipement technique de précision qui est utilisé beaucoup par les techniciens ingénieurs qui s'occupent avec le service des batteries pour télécom, donc qui mesurent l'impédance 1 kHz. Et la Gazelle a identifié un équipement du bas coût qui aussi mesure la résistance interne. Malheureusement, pas une technique inconnue. Et bien sûr, le tension de batterie. Et en cours des manips, on a vu que tous les trois méthodes, ils donnent des valeurs qui sont un petit peu écartées. Et ça, c'est à cause du fait que les différentes méthodes de mesure de résistance, ils donnent des résultats qui sont légèrement différents, mais ils ont grosso modo la même répartition des données. Donc ça nous permet de conclure que même les résistances du bas coût, ils peuvent être très utiles pour une diagnostic des accumulateurs qui sont hors service ou qui sont bons pour une prochain reconditionnement. Donc ensuite, l'autre paramètre qui est très important à mesurer pour, pour la prochaine utilisation des cellules lithium, c'est le diagnostic de capacité d'accumulateur. Donc, c'est au labo, on utilise des équipements qui suivent le courant tension température en continu et des logiciels qui permettent après de retraiter les données pour calculer les capacités ou dérivatives de tension, etc. Donc, ça, c'est des outils qui nous permettent d'avoir une analyse très fine au niveau de l'électrochimie. Donc, ensuite, la routine qu'on utilise, c'est la combinaison des deux paramètres. Donc, on utilise la résistance d'accumulateur et la capacité ou état de santé, state of health, pour avoir une sorte de cartographie. Donc, ici, on voit que les batteries du même origine, ils forment des nuages de points. Et lorsque on a des cellules qui sont loin de cette nuage, ça peut être considéré comme des batteries à recycler directement. Et les batteries qui sont dans le nuage, ils peuvent être réparties dans différentes catégories. Donc, pour mesurer la capacité en pratique, donc la prochaine transparence, s'il vous plaît. Ah oui, merci beaucoup. Donc, la Gazelle a identifié des produits du bas coût du type discharge module. Donc, ça, c'est des équipements qui permettent de décharger l'accumulateur après une charge complète, un régime de résistance constant, donc avec un élément chauffant, jusqu'à un seuil de tension qui est notre fin de décharge. Et donc, en cours de notre projet de collaboration, on a mis une étude de validation de ce type d'équipement utilisant notre équipement du labo de précision. Et on était vraiment bien surpris de qualité des mesures. Donc, on peut voir une comparaison entre les données qui sont mesurées par notre banque du cyclage et les données affichées par cette petite module. Donc, on voit une très, très bonne indication du courant de tension et une quasiment excellente précision au niveau de mesure de capacité en milliampères ou en milliwattheure. Donc ça, c'est très encourageant parce que on voit qu'on a des équipements du bas coût qui sont facilement utilisables et qui permet de diagnostiquer les batteries lithium-ion avec très, très bonne précision, donc qui correspondent après à assemblage des produits du stockage, du reconditionné, qui sont aussi de très bonne qualité. Donc, on peut conclure que le diagnostic électrochimique
et un truc indispensable pour fabrication des produits de stockage réconditionnés. Donc, le diagnostic peut être procédé en 12 étapes différentes. Donc, on a une première étape rapide comprise par des procédures de type inspection visuelle, mesure de tension et résistance, qui nous permet d'écarter une fraction des cellules pour un recyclage direct. Ensuite, on a besoin d'une deuxième étape qui prend du temps, mais qui peut être effectuée avec des outils du bas coût qui visent la mesure précise du capacité et une suite distribution des cellules en différentes catégories qui nous servent après pour construire des systèmes de stockage avec une capacité et performance souhaitée. Donc voilà, je voudrais vous remercier pour l'attention. Merci, Monsieur Angèle, pour votre intervention. Je suppose que les participants ont pris bonne note, qu'ils ont marqué sur leur agenda les différentes questions qu'ils vont vous poser tout à l'heure. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation suivante qui va être animée par Monsieur Roch Sosupé. Monsieur Roch Sosupé a travaillé pendant 10 ans en tant que responsable du déploiement réseau GSM chez Globacom, puis en tant que formateur IT en freelance avant de rejoindre Phoenix International en février 2019 au poste de spécialiste produit. Il faut préciser que Phoenix International a été racheté par le groupe Engie qui crée par la suite Engie Energy Access. Aujourd'hui, M. Sosupé est responsable du portefeuille produit depuis 2020. Il est en charge d'assurer le contrôle qualité des produits, définir le portefeuille produit et les innovations et de définir également le PL de chaque produit et de former les équipes sur les produits. Il est donc de nationalité béninoise. Sans plus tarder, M. Sosupé, vous êtes là, je suppose. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Très bien, je suis là. Merci d'avoir organisé cet entretien, cet échange sur le traitement des déchets électriques et électroniques et d'avoir pensé au retour d'expérience que nous avons en termes de reconditionnement de ces produits-là. Donc, on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Oui, donc nous partirons déjà sur un plan en 3 étapes, à savoir nos produits. Actuellement, nous commercialisons depuis 2018 au Bénin une gamme variée de produits allant donc de l'éclairage au divertissement en passant par des produits générateurs de revenus. Nos produits sont essentiellement constitués de panneaux solaires photovoltaïques, de lampes LED, de batteries en lithium, d'écrans téléviseurs LED, de ventilateurs, de tondeuses, de woofers et de radios. Et plus récemment, nous avons commencé à commercialiser les produits en LED carbone et des ampoules à mercure. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, nos règles de sécurité en matière de reconditionnement de produits, on parle donc des équipements de protection individuelle qui sont essentiels dans la manipulation des produits électroniques et électriques. Et l'élément essentiel ici, c'est les EPI, équipements fournis par un employé, porté donc lors de l'exécution des différentes tâches qui lui sont dédiées. Le premier élément, c'est la protection de la tête. Donc, il y a des casques de sécurité que les employés portent pour se protéger contre les chutes d'objets, les blessures éventuelles à la tête, les protections de la tête doivent être portées lorsque le personnel est impliqué dans les opérations de levage, de déplacement, d'équipement. Il y a des équipements de protection auditive, donc les cache-oreilles, les bouchons d'oreilles, la protection contre les niveaux sonores élevés, la protection des yeux, les vêtements de haute visibilité pour être vus, les gilets, la protection des mains, les gants,
la protection des pieds, les chaussures de sécurité. Donc, slide suivant. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, la manipulation et le stockage des batteries en toute sécurité. Oui. Comme je l'ai dit tantôt, nous traitons des batteries en lithium. Et donc, il y a des équipements de protection individuelle qui sont portés pour manipuler ces différentes batteries-là. Les bottes, les lunettes de sécurité, les masques, les gants, conformes à la norme ISO 401 de 2016. Le stockage sécurisé des batteries. Donc, identifier le type de batterie. Il faut que le technicien puisse identifier le type de batterie, à savoir les batteries en lithium, les batteries en plomb acide que nous avons commencé à commercialiser récemment, et savoir l'état de décharge de cette batterie-là. Et également tenir compte en fait des mesures de nettoyage pour le nettoyage de ces différentes batteries. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, lors de la manipulation des batteries, il y a des mesures à prendre. Il y a donc les mesures pour les batteries en lithium. Les mesures correctes, c'est l'utilisation des scotch de pôle avec le matériel non électroconducteur. Ça, c'est pour, franchement, régler des problèmes de sécurité au niveau de la manipulation des batteries en lithium. Donc, les mesures correctes, c'est celles qui sont en vert, et les mesures incorrectes, celles qu'on ne doit pas faire, c'est celles qui sont marquées en rouge. Slide suivant, s'il vous plaît. L'étiquetage et le stockage des batteries va respecter des normes. Placer la batterie isolée dans un bac en plastique avec une étiquette claire en français et en langue locale, puisque au Bénin, nous parlons le français comme langue officielle, mais aussi nous avons des langues, les langues locales, et nos techniciens qui sont recrutés, il y en a qui ne maîtrisent pas très bien le français. Donc, nous sommes obligés donc, de mettre des étiquettes en langue locale pour leur permettre de mieux comprendre la manipulation des batteries, vu que c'est un élément essentiel. S'assurer que le bac est, dans un premier temps, un espace séparé et clairement délimité. Ne pas remplir le bac jusqu'à son niveau plein. Donc, il faut respecter la sécurité, la distance de 5 cm du rebord du bac à l'extérieur de l'entrepôt dans une zone sécurisée, ombragée et idéalement fermée à clé. Il faut donc, pour l'entreposage de ces batteries-là, dans un entrepôt idéalement à proximité d'une porte de sortie pour faire circuler l'air, un placement supplémentaire ou à proximité de l'entrepôt dédié aux déchets, donc ce qu'on appelle les déchets électroniques, être loin des matériaux inflammables, générateurs et autres systèmes de secours, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie ou des zones à risque d'inondation, et également mettre à l'abri avec des températures inférieures à 40 degrés Celsius et avoir donc un extincteur. Ensuite, la manipulation, le stockage en toute sécurité des batteries passe toujours par l'étiquetage. Ça, on vient de traiter les batteries en lithium. On parle maintenant des batteries en lead acide. Pour empiler les batteries isolées sur une palette avec une étiquette claire en français et en langue locale, où c'est clairement écrit dangereux, batterie au plomb cassé. Donc ça, les batteries doivent être jalonnées de poteaux vers le haut et ne pas dépasser le rebord palette. Chaque couche séparée par du carton épais, donc un isolant. La pile de batterie ne doit pas dépasser 3 couches. Une fois pleine, la palette doit être enveloppée d'un film plastique. S'assurer que la palette est dans une zone séparée et clairement délimitée à l'extérieur de l'entrepôt, même dans l'entrepôt, donc idéalement. Les règles de sécurité de la batterie, au moins 2 chefs d'équipe ou agents doivent être formés à la gestion des incendies et à la gestion des déchets dangereux. Lorsque la zone des déchets électroniques est délimitée,
les clés doivent être attribuées à une personne formée. En cas d'absence, la clé est remise à une personne formée lorsque cela est possible. L'accès aux zones de stockage doit être délimité au seul personnel formé et désigné pour assurer ce rôle. S'assurer donc de l'emplacement des extincteurs. Slide suivant. Oui, la sécurité électrique. Prévenir donc les risques électriques, inspecter les rallonges et les outils avant utilisation, inspecter les coupures, l'abrasion ou les dommages, retirer les outils et les rallonges endommagés de l'utilisation. Tout ça, c'est des mesures de sécurité électrique que nous prenons pour protéger nos équipes. Les actions à ne pas faire sont marquées donc rouge avec une croix. Donc, les risques électriques, le cordon de fil électrique endommagé, les outils défectueux ou endommagés, les prises électriques endommagées et surchargées ne doivent pas être utilisées. Alors, la gestion des déchets électriques, la problématique de la gestion des déchets est un enjeu majeur de protection environnementale et professionnelle. Le volume des déchets est de plus en plus croissant dans tous les secteurs d'activité et particulièrement dans le domaine du solaire, photovoltaïque. Leur traitement au Bénin est encore à l'étape embryonnaire vu que la loi sur les déchets électroniques n'est pas encore votée et que c'est en 2003 qu'il y a une loi sur les déchets en général. Les déchets électroniques ne sont pas encore pris en compte réellement par la législation au Bénin. Alors, à EEA, la problématique est au cœur de notre préoccupation. C'est pourquoi, très tôt, à moins d'un an après le lancement de nos activités, en 2019 précisément, nous avons mis en place le Tech Center qui est chargé de la gestion des équipements, des batteries et panneaux qui reviennent en fait du terrain, vu que nous offrons une garantie de 3 ans sur nos équipements pour que ces batteries, panneaux et autres accessoires soient reconditionnés. Donc, le reconditionnement de ces produits-là, on peut revenir sur le slide précédent, s'il vous plaît. Alors donc, pour ça, nous avons mis en place une entité qu'on appelle le QHSE au sein de l'entreprise. Alors, je pense qu'on a perdu le son. Oui. OK, c'est revenu. OK. Donc, nous sommes également à la recherche donc, des ONG et autres organismes spécialisés dans le traitement des déchets électroniques des 3E qui proviennent essentiellement du reconditionnement de nos produits à travers le remplacement des pièces défectueuses, à savoir les cartes mères, les piles de batterie, les écrans TV et autres. Et comme il n'y a pas d'organisme agréé au Bénin pour gérer ces déchets, pour le moment, ces déchets, nous les stockons dans des conteneurs et nous sommes en négociation avec le Nigeria, nos collègues du Nigeria, pour trouver des organismes agréés et convoyer ces déchets électroniques vers le Nigeria. Voilà ce que je peux dire très rapidement sur ce que nous faisons à EEA Bénin. Merci. Merci, Monsieur Roch. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à Monsieur Arnaud Chaban, qui est le directeur de La Gazelle, entreprise qui organise cet atelier. Monsieur Arnaud, je vous donne la possibilité en 1 minute de vous présenter et d'entamer directement votre présentation. Merci. Donc, rebonjour à tous les participants. Et jusqu'à présent, les présentations ont été de qualité et j'espère auront retenu l'attention des participants. Moi, je suis Arnaud Chaban, le fondateur de La Gazelle. Après une expérience en France d'un peu plus de 2 ans au sein d'un syndicat d'électrification chargé d'électrifier des réseaux de distribution et de distribution d'énergie électrique à 300 communes et puis une formation généraliste en électricité de type ingénieur.
Je me suis exilé au Burkina Faso où j'ai créé l'entreprise CD Énergie qui continue de développer des activités dans le domaine de l'électrification rurale avec des systèmes plus ou moins gros en termes de productibles et de capacité, et a été aussi très rapidement fabricant de petits équipements solaires sur la base des lampes à pétrole, comme je l'ai dit dans mon mot d'introduction. Donc, on va démarrer la présentation. Sur la première slide, je rappelle rapidement qui est la gazelle, mais donc la gazelle, en s'appuyant donc sur l'expérience de CD Énergie et de la société familiale, du groupe familial, a créé des ateliers en Afrique pour fabriquer localement des produits verts, en élargissant autre que solaire, verts, de qualité, donc certifiés, et avec une vraie valeur ajoutée au niveau local. Donc, depuis 2016, le démarrage de la gamme La Gazelle, on en est à environ 90 000 produits répartis entre lampes et SHS et quelques autres produits de notre gamme. De plus en plus, La Gazelle se tourne donc vers la sous-traitance au sein de ses ateliers. Pourquoi le projet e-West? Depuis le début, avec l'émergence des produits solaires et le boom des produits solaires, effectivement, et le volume de déchets et de produits en fin de vie a considérablement augmenté. Les entreprises et les différents acteurs du domaine sont généralement sensibles et intéressés par ces problématiques de fin de vie, de SAV d'abord et de fin de vie. Et puis, les modèles qu'on met en place, on les veut reproductibles rapidement et qui permettent de diffuser assez facilement, donc en mettant au point des solutions simples, adaptées au contexte africain et avec des coûts de mise en œuvre les plus réduits possibles. Le souhait de la Gazelle est de dupliquer les ateliers et de donc s'appuyer sur des partenaires locaux. Avec le projet e-West, il avait été collecté, et je pense qu'on est au-delà aujourd'hui, mais il avait été collecté 1500 environ cellules de type lithium-ion. On s'est donc intéressé qu'aux cellules de type cylindrique pour le moment. Donc, il y a des partenariats qui ont été mis en œuvre pour la collecte. Engie a présenté son expérience et on souhaite que les gens qui arrivent à collecter et stocker ce type d'équipement soient nos partenaires et qu'on crée un vrai réseau et une vraie synergie entre les acteurs. Pour collecter, on trace tout ce qu'on collecte pour, dès la collecte, savoir où est-ce qu'on a eu nos batteries, dans quels produits elles étaient utilisées dans leur première vie et qu'on puisse, jusqu'à leur deuxième, troisième et fin de vie, qu'on puisse tracer ces équipements pour s'assurer de leur efficacité et pouvoir répondre à différents partenaires. Comment on va s'y prendre? Il y a un tri qui est rapide à faire, c'est le tri visuel qui permet d'écarter les cellules endommagées qui ont été ouvertes, qui ont subi des dommages, comme nous l'ont présenté les différents intervenants des sessions précédentes. Ensuite, il y a les tests à réception, donc des tests simples de mesure, et puis rapides, et donc un test un peu plus long de cyclage qu'a présenté le panéliste Angel, le panéliste précédent. Et ensuite, donc, le grading qui consiste en le réassemblage des cellules testées en différents packs, différentes tensions, différents usages. Donc, vous avez bien compris que grâce aux expertises du CEA et des appareils de laboratoire dont il dispose, on a testé différents équipements qui permettent de répondre à nos exigences et qui ont été donc validés par des équipes de laboratoire pour
même avec des coûts faibles, avoir des équipements les plus proches possibles des valeurs réelles qu'on attend. On passe à la suite. Oui, pardon, juste revenir. Voilà, donc les packs batteries reconditionnés, on peut soit utiliser une technologie classique de réassemblage des batteries avec de la soudure et de la bande nickel. Comment sont construits les cellules aujourd'hui et les packs, comment sont assemblées les différentes cellules entre elles pour faire des packs. Donc, c'est 98% du marché aujourd'hui, c'est de la soudure avec la bande nickel et on fait un pack qui n'est plus facile à opérer, plus facile à dissocier. Et par contre, on travaille aussi sur une technologie innovante qui permettrait d'interconnecter et d'assembler les cellules entre elles sans cette fois passer par l'étape soudure et donc qui permettrait d'offrir beaucoup d'opportunités différentes dans le montage et l'interconnexion des packs pour faire des packs de toute variété, basse tension, haute tension, petite capacité, haute capacité, et qui puissent être ouverts, c'est-à-dire démantelés, séparés très rapidement pour pouvoir interchanger des cellules ou reconditionner encore ces packs-là par la suite. Donc là, on utilise beaucoup le savoir-faire de l'entreprise familiale pour développer ce système-là, les connexions sont métalliques et qu'on a le savoir-faire de la transformation du métal depuis 2 générations avec l'entreprise familiale. Et le dernier travail qui est mené, c'est sur les usages qu'on va redonner à nos batteries en seconde vie. Donc, quand on récupère des batteries issues des appareils off-grid, on en refait généralement des appareils off-grid, mais notre espoir, c'est aussi de pouvoir utiliser des ressources de batteries issues, comme l'a présenté Angel, de la mobilité, du Power Tool, de différentes applications qui utilisent pour le moment ces technologies de cellules et qui, lorsqu'elles sont en fin de vie, ne peuvent pas être réutilisées pour le même usage qu'elles avaient au premier coup. Donc, les batteries issues de la mobilité sont difficiles à réutiliser dans la mobilité. Par contre, elles peuvent tout à fait être réutilisées pour faire du stationnaire. Et donc là, vous avez 3 exemples d'utilisation possible qui sont en cours d'épreuve chez nous. Une batterie costaud d'ordinateur portable, donc un système pour pouvoir brancher un ordinateur portable pendant plusieurs heures. La même chose, mais pour du téléphone, donc un gros power bank. Et puis, du pack batterie intelligent pour remplacer des batteries au plomb dans l'éclairage public ou des batteries stationnaires sur du mini-grid ou des choses un peu plus grosses. Donc, tous ces produits restent à tester et l'aspect sécurité n'est pas oublié non plus. Vous avez pu voir l'expertise du CEA, des équipes des laboratoires qui éprouvent nos batteries et nos cellules en seconde vie, quoi. Donc, le but de la Gazelle n'est pas de développer son process et de faire son travail de son côté, c'est d'être à l'origine et impulser une dynamique des différents acteurs. Il y a assez de travail pour que tout le monde y trouve sa place et donc on communiquera au maximum. Les sessions en cours aujourd'hui, notre travail aujourd'hui de communication est la première étape, mais on va réaliser des fiches, des guides open source pour intéresser nos partenaires et accompagner les différents acteurs du domaine. Les obstacles qui freinent effectivement le développement du projet et qui nécessitent la contribution de tous, il y a l'accès à la ressource parce que ça a été évoqué, mais si pour le moment il y a encore peu d'initiatives, c'est que les ressources sont limitées et que pour qu'on puisse créer un business model autour du recyclage, autour de la seconde vie, il faut qu'il y ait un volume important. Donc, des partenariats pour la collecte et on espère qu'à l'issue de la session d'aujourd'hui, on va y semer et on essaimera encore.
le cadre législatif qui est contraignant, qui s'adapte, qui se transforme, mais sur lequel il y a besoin de faire un lobby important pour pouvoir considérer qu'une batterie fatiguée, épuisée pour son premier usage, n'est pas un déchet directement, mais peut être considérée comme une ressource pour un usage en deuxième, en troisième vie. Et puis, les batteries neuves, les cellules neuves ont un coût qui en baisse. Et donc, pour avoir un intérêt à faire du recyclage et de la seconde vie, il faut pouvoir mettre en place des solutions économiques pour le tri, la collecte, le tri, le reconditionnement. Mais il faut aussi des pouvoirs publics, des incitations, des éco-taxes, tout un environnement qui permette que ça se passe bien. Voilà les différents contacts de nos entités pour le moment présentes en Afrique de l'Ouest et en France. Et on est bien sûr à votre écoute pour toute question, toute demande et aller plus loin dans ce domaine qui a besoin du concours de tous. Et ne préparons pas évitons les problèmes de demain, évitons les problèmes de dans 5-10 ans en travaillant dès maintenant à créer les bonnes pratiques et à mettre en œuvre des petits projets, chacun à son niveau, en bonne intelligence pour montrer qu'il y a des initiatives qui peuvent résoudre un tant soit peu le problème des déchets. Merci, Monsieur Chaban, pour votre intervention. Je vais passer la main à Guénolé et Claire qui pourront nous relayer des questions. Claire? Oui, alors on va prendre les questions. Première question de Tania Chauvin pour Roch. Sur quel type d'installation sont utilisées les batteries lead-acide et de quelle capacité sont les batteries? Merci pour la question. Les batteries sont utilisées sur les installations de type domestique et les capacités sont de 50 Ah et 100 Ah. Ok, merci Roch. Tania précise aussi qu'elle travaille chez Électriciens sans frontières et ils recherchent d'autres acteurs intéressés par la collecte et le traitement des batteries plomb et panneaux photovoltaïques dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, Togo, Burkina, Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire. On a d'autres questions de Romain Mourizeau, celle sur la question économique, on va peut-être la laisser pour le dernier panel qui va aborder les modèles économiques. On va prendre la deuxième question de Romain Mourizeau. Est-ce que la Gazelle pense à faire de la R&D sur du stockage autre que via des parcs batteries, du type stockage via air comprimé, transfert d'énergie potentielle? Donc, c'est une question qui s'adresse à Arnaud. OK. La Gazelle est industrielle et a pour vocation de développer des ateliers modernes de fabrication en Afrique. Elle travaille aussi sur des problématiques comme celle de la gestion des déchets et sur la mise au point de produits divers et variés. Par contre, on n'a pas vocation à faire de la recherche fondamentale. Nous, on est plutôt dans de l'applicatif et dans de l'adaptation d'un produit au marché africain et à sa fabrication au niveau local. Les stockages de type air comprimé, transfert d'énergie potentielle peuvent être des sujets abordés demain par la Gazelle s'il y a un intérêt à les fabriquer localement, à utiliser les ateliers et des capacités industrielles sur le continent africain. Mais la Gazelle n'a pas vocation à faire de la recherche fondamentale, quoi. Ok, Brice, on n'a pas d'autres questions pour le moment, donc je pense qu'on peut passer au panel suivant.